Donc je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur la France en Syrie dans les années 20, avec effectivement en arrière-plan cette thématique qui est la problématique de la fin de la guerre, de la fin de la Première Guerre mondiale, de savoir en fait si on est vraiment sorti de la guerre en 1918. Alors au titre des avancées récentes de l'historiographie, c'est-à-dire des recherches en fait des universitaires, il est évident qu'au terme du centenaire que nous venons de vivre, enfin des épisodes du centenaire que nous venons de vivre, la plupart des historiens sont d'accord aujourd'hui pour dire que la Première Guerre mondiale, en réalité, ne s'est pas terminée le 11 novembre 1918 et que cette guerre a continué. Et on le voit très bien quand on observe en fait la façon dont ce qu'on appelle aujourd'hui historiquement les sorties de guerre se sont faites, en particulier en Méditerranée orientale et en particulier dans l'ancien Empire ottoman. Et donc, ce que je vais vous présenter ici, donc c'est un aspect de cet ancien Empire ottoman, c'est un tout petit territoire en réalité de l'ancien Empire ottoman, c'est la question de la Syrie et la question de la construction de la Syrie mandataire sous la direction du général Gouraud. Alors, pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé en 1919, c'est-à-dire au moment de l'arrivée du général Gouraud, il fallait quand même que je revienne un petit peu. Donc là, ici à l'écran, vous avez le plan que je vais suivre tout à l'heure. Vous montrez que la construction de la géographique de la Syrie est quelque chose d'assez compliqué et qu'elle se fait tout au long des années 20, avec une série d'épisodes guerriers, d'épisodes diplomatiques et de réflexions également juridiques sur l'interprétation du mandat. Parce que, en réalité, aujourd'hui, on parle de la Syrie mandataire ou du Liban mandataire comme si c'était une évidence, mais quand on regarde en fait les archives, c'est le travail des historiens de travailler à partir des archives, et pour ce qui me concerne, j'ai travaillé à partir des archives professionnelles et personnelles du général Gouraud, eh bien, on voit très bien que l'interprétation du mandat n'allait pas de soi pour l'ensemble des élites politiques et militaires en 1919. Donc, à travers cette difficulté d'interprétation, eh bien, on va voir que tout ça, en fait, se traduit concrètement sur le terrain, cette complexité, en fait, à la fois territoriale et à la fois juridique, eh bien, se traduit très concrètement. Alors, pour que vous compreniez l'ensemble du propos que je vais suivre, pardon, je vais un petit peu vite, je vais revenir un petit peu en arrière sur des éléments qui relèvent de la période de la guerre pour que vous ayez les éléments de compréhension de ce qui se joue au moins dans le camp français. Je viendrai ensuite au camp ottoman, au camp syrien et plus particulièrement thessalien, mais voilà pour commencer en fait que l'on réfléchisse et que l'on discute ensemble de ce qu'est la Syrie. Parce que la Syrie que vous connaissez aujourd'hui n'a rien à voir en fait avec la Syrie du début de la Première Guerre mondiale. La Syrie de 1914, c'est un plan longitudinal, c'est un quadrilatère qui fait 150 km de long, 150 km de large, 1000 km de long, et qui donc en fait se trouve sur le bord de la Méditerranée orientale. Et ce profilé, en fait, est le profilé de la Syrie que l'on connaît, en fait, depuis toujours. C'est le profilé qui correspond à la définition qu'ont les Ottomans, les Turcs, de ce qu'on appelle le vilayet de Syrie. Le vilayet, c'est l'équivalent d'un département français. Alors, ce vilayet de Syrie, que comprend-il? Ce vilayet comprend la Syrie proprement dite, autour de Damas, centrée autour de Damas, le Liban, le mont Liban, au nord, la région d'Alexandrette et d'Alep, que l'on habituellement on définit comme la Cilicie, et puis au sud, la Palestine. Donc la Syrie, en fait, proprement dite, est, telle qu'elle est définie par les Ottomans, est un ensemble de 4 territoires. Et c'est sur cette question de la Syrie que vont porter les discussions pendant la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi il y a des discussions pendant la Première Guerre mondiale sur le profilé de la Syrie et pourquoi ce profilé va évoluer de façon très importante jusqu'aux accords Sykes-Picot, je vais vous présenter tout à l'heure sous forme cartographique. Eh bien parce que, en fait, c'est un problème d'ordre géostratégique, si on utilisait un vocable d'aujourd'hui. Je ne vous ai pas mis ici d'une carte de l'Égypte, mais si je dois vous montrer à l'écran, donc pour ceux qui n'auraient pas saisi, donc l'Égypte se trouve ici, et en fait, la difficulté qui va se poser dès le début de la guerre, pour les Anglais qui ont la maîtrise du canal de Suez,
donc qui se trouve ici, eh bien, la difficulté qui va se poser pour les Anglais, c'est de protéger leur flanc droit, donc cette région ici, et de la protéger des Turcs qui descendent en fait ici pour amener des troupes sur la zone égyptienne. Et donc cette réflexion turque, cette réflexion sur la guerre avec les Turcs et avec les Français et les Anglais, eh bien, va amener progressivement les Anglais à estimer qu'il leur faut trouver un territoire pour protéger en fait l'Égypte et le canal de Suez. Et ce territoire, eh bien, ça va être très rapidement la Palestine, qui va, dans les négociations qui vont commencer à apparaître dès 1914 entre les Français et les Anglais vont estimer qu'il faut sortir la Palestine de la Syrie, du profilé de la Syrie, et c'est la raison pour laquelle, en retour, les Français qui sont en colère de cette démarche anglaise de vouloir s'approprier la Palestine, eh bien, les Français vont construire tout un argumentaire politique qui tourne autour de ce que l'on appelle la Syrie intégrale. Ce vocable d'intégrale veut dire que les Français, en fait, réclament la Syrie complète, c'est-à-dire avec la Cilicie, la Syrie proprement dite, le Liban et la Palestine. Les négociations sur la Syrie intégrale commencent dès 1914 et vont se poursuivre durant toute la période de la guerre, et le profilé en fait de la Syrie va changer justement sur cette réflexion de ce que doit être l'intégralité de la Syrie. Et donc le lobby colonial français, le parti colonial français qui préside aux destinées coloniales de la France, va argumenter pendant la période de la guerre, et en particulier en 1915, donc c'est le deuxième dessin, va argumenter en estimant que tous les territoires où l'on trouve des chrétiens, eh bien, doivent être des territoires qui doivent tomber dans l'escarcelle des Français en cas de partage des anciens territoires de l'Empire ottoman à la fin de la guerre. Alors c'est pour ça qu'à partir de 1915, la petite Syrie qui existait en 1914, et on utilisait parfois ce vocable de petite Syrie, eh bien la petite Syrie tend à devenir progressivement ce que l'on va voir appeler, dans certains cas, la Grande Syrie. Et la Grande Syrie, c'est quoi ? Eh bien, qu'est-ce qu'elle comprend ? Eh bien, elle comprend ces territoires du Nord, qui sont des territoires autour du Taurus, autour de la montagne du Taurus, qui aujourd'hui fait frontière entre la Syrie et la Turquie, mais où il y a une population arménienne extrêmement importante. Et cette population arménienne, eh bien, les Français, au titre du principe que la France est la fille aînée de l'Église, eh bien, ces Arméniens doivent être protégés par les Français. Alors, la difficulté, si vous voulez, à comprendre tout ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage entre ce que peuvent faire les élites politiques depuis Paris, ce que peuvent faire les militaires sur place, qui ne sont pas très nombreux, et l'action que mène le lobby colonial, et en particulier la fraction syrienne du lobby colonial. Les documents que je vous présente ici sont les documents du lobby colonial, c'est-à-dire des désirs qui sont exprimés sous la forme de vœux ou sous la forme de cartes par ce lobby colonial. Alors, en quoi ce lobby colonial syrien est important ? Eh bien, en réalité, c'est lui qui est à la manœuvre dans les discussions qui vont avoir lieu par la suite et qui vont amener aux accords Sykes-Picot. Alors, ces accords Sykes-Picot, vous le savez, ce sont des accords extrêmement importants qui datent de mai 1916. Pourquoi sont-ils importants ? Eh bien, parce que c'est sur la base de ces accords que le partage de l'ancien Empire ottoman s'est fait, et c'est sur la base de ces accords que les frontières du Moyen-Orient, de ce qu'on appelle le Moyen-Orient aujourd'hui, sont réalisés. Alors, mais ces accords, si vous avez bien compris, ont été d'une complexité très importante, et on retient souvent les noms de Sykes et de Picot, donc ces deux personnages que je vous présente ici, donc Mark Sykes et François-Georges Picot, donc Mark Sykes qui est un militaire britannique et qui est le représentant du lobby colonial britannique, qui est un très bon connaisseur du Moyen-Orient, mais qui est par ailleurs francophile et qui permet en fait d'avoir de très bonnes relations avec François-Georges Picot. François-Georges Picot donc, est ici un des représentants de la famille Georges Picot. Cette famille Georges Picot est très impliquée dans le lobby colonial français, et François-Georges n'est qu'un des éléments de la famille Georges Picot. Mais c'est un diplomate qui est... donc là, la photo est une photo où il est un peu âgé, mais quand il obtient le poste, en fait, à Beyrouth, au début de la guerre, en fait, il ne connaît pas le Moyen-Orient, et ça va avoir des incidences très importantes dans les négociations qu'il va faire, parce qu'en réalité, il n'a pas la connaissance que Mark Sykes dispose sur le Moyen-Orient. Mark Sykes a beaucoup circulé au Moyen-Orient, il connaît beaucoup de monde, il connaît les territoires.
Alors, autre élément qui est important dans ces propositions de partage, c'est la question de la première carte qui est ici. Et vous le voyez, il est toujours question, quand on parle du partage du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale, de Thomas Edward Lawrence. Alors, c'est le fameux Lawrence d'Arabie que tout le monde connaît. Et pourquoi Thomas Edward Lawrence est important dans ces propositions de partage? Eh bien, parce que Lawrence, qui est envoyé comme archéologue en Syrie avant la guerre, eh bien, est finalement petit à petit employé comme cartographe et officier de renseignement. Et le métier de cartographe est tout à fait fondamental, en fait, pour dessiner les frontières. Quand on connaît les territoires et qu'on sait par où on peut faire passer des frontières, où on peut installer des bornes, eh bien, c'est quelque chose de fondamental. Et alors, pendant cette période de la guerre, eh bien, Lawrence va proposer, à partir de 1915-1916, c'est-à-dire au moment où il est acquis que les Arabes de la péninsule arabique, sous les ordres de Hussein, shérif de la Mecque, vont s'engager dans la révolte arabe aux côtés des Anglais, eh bien, Thomas Edward Lawrence se propose en fait de dessiner la carte qu'il imagine pour le partage à venir de l'ensemble de la région. Et ce partage à venir, eh bien, c'est ici une carte que j'ai restituée dans certains de mes travaux, donc qui montre que les ambitions de Lawrence pour la famille hachémite sont des ambitions immenses. Il s'agit de partager l'ensemble de la péninsule arabique et l'ensemble des anciens territoires dits arabes de l'Empire ottoman au profit de la famille hachémite. Alors au profit, c'est-à-dire au profit de qui exactement? Eh bien au profit des 4 fils. Hussein a 4 fils, Hussein a 4 fils. Donc premier fils, l'aîné, qui est Ali. Ali doit récupérer en fait l'héritage de son père, c'est-à-dire ce territoire ici, qui est en fait la péninsule arabique. Ensuite, le deuxième fils de Hussein, c'est Abdallah. Et Abdallah, eh bien, Lawrence lui propose en fait de recevoir la région de Bagdad, autour de Bagdad, que l'on appelle la Mésopotamie. Pour Faisal, qui est en quelque sorte le préféré des fils de Hussein et que Lawrence estime le plus compétent des 4, eh bien, Lawrence lui réserve en fait la Syrie avec la ville de Damas. Donc, ici, donc cette région-là, et pour Zaïd, qui est le plus jeune, qui est vraiment très jeune à ce moment-là, il a 18 ans au moment des négociations, eh bien, Lawrence propose pour Zaïd, en fait, la partie nord du territoire, qui correspond, en gros, au Kurdistan actuel. Et cette proposition de Lawrence, naturellement, va circuler, en fait, dans les états-majors, va circuler jusqu'au Quai d'Orsay à Paris, et le lobby colonial français va en avoir vent, et va naturellement hurler et se mettre vent debout contre cette proposition, puisque, vous le voyez, dans la proposition de Lawrence, eh bien, la partie qui est réservée aux Français, eh bien, est une partie, donc en bleu ici, voilà, est une partie tout à fait réduite, qui n'est même pas dans la continuité de la Syrie existante précédemment, et ce sont 2 petits territoires centrés autour de Beyrouth d'une part et autour d'Alexandrette d'autre part, avec le port d'Alexandrette, parce qu'il y a des Arméniens, et c'est tout ce que Lawrence estime devoir laisser aux Français. Alors, à partir de ces circulations de cartes, eh bien, le lobby colonial français va se mettre en état de réclamer une Syrie la plus large possible, et c'est à partir de ce moment-là que le vocable de Syrie intégrale bascule pour se transformer en vocable de Grande Syrie, et les Français vont réclamer en fait cette Grande Syrie qui correspond à peu près au profilé de la Syrie que vous connaissez aujourd'hui. Et on retrouve en fait ce profilé, eh bien, dans les accords Sykes-Picot, donc un profilé qui prend en compte ici donc, cette Syrie qui s'est étendue vers ce qu'on appelle l'interland désertique, hein, vers l'intérieur des terres. Pourquoi il y a eu cette extension vers l'intérieur des terres? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une négociation qui a porté ici sur la Palestine. Les Français ayant perdu dans les négociations la Palestine, et notamment parce que la déclaration Balfour est venue renforcer l'idée que c'était les Anglais qui allaient présider aux destinées de la Palestine. Les Français n'ayant pas obtenu en fait ces territoires du Nord, ces territoires du Nord, puisqu'ils sont obtenus simplement au titre d'une gestion indirecte, je reviendrai sur ces notions de gestion directe et indirecte tout à l'heure, eh bien, ils obtiennent en fait une extension vers l'Est et vers le désert. Alors, au moment où les négociations sont faites en 1916,
Cette extension vers l'Est n'intéresse pas beaucoup de monde et on ne sait pas encore très bien que dans la région de Mossoul, il y a du pétrole. Donc ça n'intéresse pas tellement les Français. Et la question en fait du maintien de la France dans la Syrie des origines et en particulier du maintien de la France autour de Jérusalem va rester, enfin la question de la fille aînée de l'Église va rester quand même quelque chose de très important. Alors tous ces éléments en fait qui préexistent à l'organisation de la présence française en Syrie, on va les retrouver naturellement ensuite au moment de l'installation de la France. Alors, cette installation de la France en Syrie, j'aborde là la première partie véritablement de ma présentation, eh bien, cette installation de la France en Syrie se fait au titre d'une concurrence qui est une concurrence extrêmement forte entre les Français et les Anglais. Alors, pourquoi une concurrence extrêmement forte ? Eh bien, parce que si la présence française ne faisait pas débat au début de la guerre, c'est-à-dire en 1914, il était acquis que les Français avaient une zone d'influence en Syrie à réserver, eh bien, la question rebondit tout à fait autrement en 1918-1919. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout au long de la guerre, les élites militaires françaises, Joffre, et puis ensuite Foch et Pétain, ne se sont pratiquement jamais intéressés au front oriental. Et finalement, ils ont envoyé très peu d'hommes, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, en fait, il y a un déséquilibre extrêmement patent, extrêmement évident entre la présence des forces françaises et la présence des forces britanniques, avec un ratio de 1 à 10. Donc, les Français ne sont pas en grand nombre. L'armée française présente sur le sol est à peu près à moins de 10 000 hommes, tandis que les Britanniques sont pas loin de 100 000. Alors, deuxième élément qui est important, c'est que les Britanniques, à la faveur justement de la force militaire dont ils disposent, de la volonté de répondre à leur engagement vis-à-vis de la famille hachémite, eh bien, les Anglais veulent construire un Grand Orient britannique qui soit un Grand Orient hachémite, mais qui soit du même coup britannique. Et tous les officiers ne souscrivent pas à cette idée, mais en particulier le général Allenby, ou Allenby comme vous voulez, mais le général Allenby, qui préside aux destinées de la Syrie en 1919, est convaincu qu'il faut laisser la place à la famille hachémite, et en particulier à Faisal, en qui il a confiance, et donc il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les Français de s'installer. Et puis, il y a dans cette démarche, en fait, aussi la volonté des Britanniques de conserver la Palestine en dehors de la Syrie. Alors, cette question de vouloir conserver la Palestine en dehors de la Syrie, c'est un élément du débat très intense, qui est un débat très compliqué, parce qu'il oppose aussi Faisal aux Anglais. Faisal va réclamer très rapidement une Syrie intégrale, et ce faisant, il reprend en fait les modalités du discours du lobby colonial français, et Faisal considère que la Palestine fait partie de la Syrie qu'il réclame aux Anglais. Alors, en 1919, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on a des territoires occupés, on les appelle de cette manière-là, les territoires occupés de la Syrie, qui sont sous contrôle britannique et sous contrôle absolu. Et Allenby exerce une véritable dictature, il n'y a pas d'autre mot, une véritable dictature sur la manière dont ces territoires sont contrôlés. Alors, comment le sait-on que c'est une dictature ? Eh bien, tout simplement, dans les archives privées des officiers qui échangent avec le général Gouraud, peu avant son arrivée, eh bien, ils disent très clairement, ces officiers français, qu'il leur est impossible de circuler en Syrie sans avoir un laissez-passer ou une possibilité de circuler donnée par Allenby et ses hommes. Alors les territoires occupés de Syrie sont divisés en 4 espaces. Et ces 4 espaces, en fait, sont un petit peu déjà dans l'esprit des Anglais la préfiguration de ce qu'ils souhaiteraient voir advenir. Il y a une zone sud, qui est la zone d'administration anglaise, qui est centrée sur la Palestine et qui est une façon pour les Anglais de s'ancrer véritablement sur ce territoire et de dénier aux Français la possibilité de négocier ce territoire. Il y a une zone ouest d'administration française sur le Liban et le Sandjak d'Alexandrette. Si vous vous souvenez de la carte précédente, eh bien, ce sont les territoires en fait qui étaient réservés par Lawrence aux Français. Il y a une zone nord d'administration française sur le vilayet d'Adana, c'est en territoire arménien, et cette zone nord est accordée aux Français, mais avec l'idée qu'il faudra céder ce territoire. Et dans les discours des Anglais, on n'est pas tout à fait sûr que ça soit aux Turcs ou aux Arabes. Et puis, les Anglais ont attribué une zone est
sous administration aux chérifiens. Donc les chérifiens, ce sont les hachémites, une autre façon de les appeler. Donc sous administration chérifienne. Et cette zone est comprend d'abord deux villes, les deux villes principales en fait de Syrie, Damas et Alep, que l'on appelle à ce moment-là la Syrie intérieure. Alors, ça, c'est le cadre, en fait, qui existe en 1919 et qui a vocation à s'enraciner. Mais, en fait, ce cadre va rapidement évoluer parce que, en fait, la France va décider d'envoyer en Syrie un personnage qui est un personnage important pour la France à cette époque-là, qui est le général Gouraud. Alors ce général Gouraud, on va assez rapidement le comparer à Lyautey, et la comparaison à Lyautey est tout à fait justifiée, judicieuse également, puisque je vous présente très rapidement le général Gouraud. C'est un Saint-Cyrien qui a fini Saint-Cyr en 1890, enfin aux environs, et puis qui décide de partir dans ce qu'on appelle les colonies, qui veut vivre une vie de baroud, et qui participe à la conquête de l'Afrique. C'est lui qui capture Samori en 1898, le grand chef noir, un des grands derniers chefs noirs africains, et qui devient de ce fait, en fait, une sorte de héros du lobby colonial français. Et à partir de là, à partir de 1898, eh bien, le capitaine Gouraud devient en fait l'officier que l'on va chercher pour toutes les missions de l'Avent, et c'est de cette manière que Henri Gouraud se retrouve l'officier responsable de la conquête de la Mauritanie, l'officier que l'on envoie auprès de Lyautey en 1912 quand Lyautey appelle à lui des coloniaux, et c'est également cet officier qui entre-temps est devenu général, que l'on appelle sur le front de Champagne en 1914, d'abord en Argonne et puis ensuite en Champagne pendant la guerre. Alors, c'est un officier qui est un officier de grande valeur, c'est un officier qui est estimé en général par ses hommes, qui est estimé par ses officiers également. C'est un officier, vous ne le voyez pas très bien ici sur cette image, mais qui a perdu son bras aux Dardanelles et qui fait figure de cet ancien combattant caractéristique de la France combattante. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi on envoie cet officier qui est un colonial tout à fait confirmé et reconnu comme tel, pourquoi on envoie, et pourquoi surtout Clémenceau envoie le général Gouraud en Syrie. Alors, pourquoi ces questions ? Clémenceau, en fait, est un anticolonial, et anticolonial convaincu et absolu. Donc, il y a un paradoxe, en quelque sorte, que Clémenceau, l'anticolonial, envoie le colonial absolu Gouraud en Syrie. Mais c'est une des particularités en fait de cette fin de guerre, c'est d'abord la nécessité en fait d'utiliser les officiers pour leur capacité, c'est un élément du choix de Clémenceau, et puis l'autre élément du choix que Clémenceau a pu faire, c'est que Clémenceau a beaucoup d'estime pour Gouraud, qui est un des généraux qui a en quelque sorte pour lui sauvé la France, puisque le général Gouraud sur le front de Champagne à l'été 1918 stoppe le dernier grand arrêt de Ludendorff, ce qui va permettre à Mangin et de Goutte de reprendre l'offensive. Donc pour Clémenceau, en fait, Gouraud est un homme compétent et surtout un homme obéissant. Et alors qu'il soit colonial, peu lui chaud, et il va lui donner une mission, quand il l'envoie en Syrie, il lui donne la mission d'installer Faysal sur le trône de Syrie, et il donne à Gouraud cet ordre de créer un royaume de Syrie pour Faysal. Et donc vous allez voir, ce qui est intéressant en fait dans cette petite histoire qui tient dans un mouchoir de poche historique, dans 6 mois, c'est de comprendre pourquoi Gouraud, qui est envoyé pour construire un royaume arabe de Syrie pour Faysal, et bien pourquoi 6 mois plus tard, eh bien il y a un combat, le fameux combat de Khan Messaloun, qui met fin au pouvoir de Faysal, et la propagande faysalienne, la propagande chérifienne a toujours dit que Gouraud, le colonial, ne pouvait pas avoir fait autre chose que de dégager les Hachémites, mais vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe que ça, et historiquement, c'est beaucoup plus intéressant en réalité. Alors, dans les éléments qui président aussi à la décision d'envoyer Gouraud, c'est aussi, quand on envoie un militaire sur un territoire, c'est qu'en général, pour prendre une expression très familière, ça chauffe. Et en fait, si on envoie Gouraud, c'est très clairement parce que la diplomatie a montré ses limites et les négociations avec le général Allenby ne sont plus efficaces. Et François-Georges Picot, qui est toujours sur place, eh bien, est considéré comme insuffisant et pas de poids suffisant vis-à-vis de Allenby. Donc on envoie le général Gouraud parce que Allenby, qui va être promu maréchal britannique, eh bien, on estime que Gouraud est à peu près de ce même niveau
et qu'il faut un général de ce niveau-là, d'une stature de ce niveau-là, pour pouvoir s'entendre avec Allenby, ce qui va effectivement fonctionner. Gouraud s'entend en général très bien avec les Anglais, ce qui est plutôt rare dans le monde colonial français, puisque chez tout colonial français, il y a toujours un souvenir plus ou moins marqué de Fachoda et de la rivalité franco-anglaise aux colonies. Et puis surtout, pourquoi on envoie Gouraud? Eh bien parce que Gouraud, il est catholique, reconnu comme tel, mais il n'est pas prosélyte dans sa démarche, mais c'est parce qu'il est catholique, c'est quelqu'un, on sait qu'il s'intéresse à la religion et qu'il a compris, en fait, du temps où il était avec Lyautey au Maroc, l'importance de l'islam. Donc, envoyer, en fait, un catholique en Orient, ça n'est pas aussi paradoxal que cela, parce qu'il vaut mieux envoyer un catholique plutôt qu'un laïcard, et vous verrez tout à l'heure, on parlera de Saraï, le laïcard, et des dégâts que peuvent faire des laïcards dans un monde très croyant. Et puis, dernier élément, eh bien, on envoie un officier colonial parce que finalement, eh bien, il s'agit d'avoir un homme capable en fait de maintenir l'ordre et de maintenir l'ordre face à deux personnages qui ne sont pas à ce moment-là des personnages d'envergure, qui vont le devenir et qui historiquement aujourd'hui le sont, mais ils le sont devenus historiquement, mais à cette époque-là, on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore exactement la valeur de Mustapha Kemal et de Faisal, mais on a bien compris que ces deux personnages, en fait, étaient une sorte de caillou dans la chaussure des Français et des Britanniques dans cette région. Alors, l'envoi de Gouraud, on lui donne beaucoup de pouvoirs. On lui donne les pouvoirs de haut commissaire de la République française en Syrie, la Syrie étant entendu qu'elle inclut le Liban, et pouvoir de commandement en chef aussi de l'armée du Levant que l'on construit sur le moment. Autrement dit, on lui donne un pouvoir proconsulaire qui est équivalent à celui qu'avait Lyautey au Maroc ou Gallieni à Madagascar. Donc des pouvoirs, il a tout pouvoir en fait, voilà. Et en réalité, ce pouvoir, j'ai fait un article sur cette question-là, on voit très vite que le pouvoir de Gouraud est un pouvoir en trompe-l'œil, parce que sitôt arrivé, en fait, il s'aperçoit qu'un certain nombre d'éléments de puissance ne lui sont pas donnés. Alors, quels sont ces éléments qui ne lui sont pas donnés, ou plutôt, quelle est la puissance qui lui est retirée? Eh bien, le premier élément où on lui retire du pouvoir, c'est qu'en 1919, on va négocier, les Français et les Anglais vont négocier ce qu'on appelle la relève britannique, c'est-à-dire le départ des troupes britanniques de la zone syrienne et le transfert en fait de pouvoir aux Français. Et cette relève des troupes britanniques, eh bien, donne lieu à un accord. Et cet accord, en fait, est tout simplement une renégociation des accords Sykes-Picot qui donne naissance, en fait, à ce que l'on connaît très très peu historiquement aujourd'hui. Ça sera dans le livre que je produirai sur le général Gouraud, dans sa biographie, donne naissance à une ligne Sykes-Picot. Cette ligne Sykes-Picot, en fait, donne naissance à une partition entre une zone ouest et nord qui sont réunies. Donc on réunit deux zones sous administration française. Et puis, on donne une zone est à Faisal. Mais la zone est, par rapport à la zone est que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est une zone est qui est considérablement élargie parce qu'on donne à Faisal l'administration de ce qu'on appelle les 4 villes, c'est-à-dire Damas, Alep, Hama et Homs. C'est-à-dire que concrètement, en fait, par cette renégociation de la ligne Sykes-Picot et des accords Sykes-Picot, eh bien, on arrime les Français sur le littoral et seulement sur le littoral, autrement dit sur le Liban. C'est la reconnaissance d'une présence française autour du Liban, et on donne aux Arabes et à Faisal, eh bien, toute la Syrie intérieure sur Damas. Alors, dans le même temps, dans cette renégociation de septembre 1919, eh bien, en même temps des attributions politiques et militaires qui sont données au général Gouraud, on lui donne aussi la possibilité de recevoir davantage d'hommes, parce qu'on a bien compris qu'il faut d'abord des hommes pour remplacer les Britanniques, et que très probablement aussi, eh bien, la situation risque de devenir compliquée dans le face-à-face entre les Français et les Arabes. Et donc, en novembre 1919, en fait, les négociations à Paris portent l'armée du Levant à 35 000 hommes, ce qui n'est pas beaucoup, puisque les Britanniques étaient à peu près 100 000. Donc, la proportionnalité, en fait, des forces occidentales est en baisse par rapport, en fait, à ce qui existait.
Alors, tout ça va poser immédiatement un véritable problème et le général Gouraud n'est pas encore arrivé en Syrie que déjà la guerre commence à se déclarer et donc on n'est pas dans un processus de sortie de guerre. Très clairement, on est dans un processus de reprise de la guerre et la guerre se déclare immédiatement, d'abord en Cilicie, c'est-à-dire dans la partie nord de la Syrie, avec Mustafa Kemal qui envoie des troupes pour récupérer en fait la partie sud de l'Anatolie et pour chasser les Arméniens qui se trouvent dans ces territoires. Et puis, Faisal, eh bien, avec lui, est entouré en fait de nationalistes arabes qui sont de farouches partisans d'une Syrie arabe complète, hors des Français, eh bien, envoie ce qu'on appelle des bandes, c'est-à-dire des armées sous forme de guérilla, attaquer les troupes françaises. Alors, du coup, la sortie de guerre, eh bien, pour le général Gouraud, est une sortie de guerre qui est différée. Et elle va être différée assez longtemps, puisque Gouraud va très rapidement en fait, se rendre compte qu'il n'a pas les moyens de lutter contre Mustafa Kemal. Il comprend très vite que dans la prise de position que Mustafa Kemal est en train de prendre à Angora, donc qui est l'ancien nom que l'on donnait à Ankara, qui va devenir la capitale, eh bien, Mustafa Kemal est en train de devenir la personne avec qui il faut discuter et la personne avec qui il va falloir négocier en fait le retrait des forces françaises de la région cilicienne. Donc très rapidement, en fait, sur ordre de Paris, mais c'est le général Gouraud qui fait la proposition initialement, eh bien, sur ordre de Paris, en fait, des négociations sont mises en place très rapidement avec Mustafa Kemal et qui vont aboutir aux accords d'Angora en octobre 1921 et au retrait de la France de ce territoire silicien. Alors pourquoi Gouraud réclame en fait la négociation avec Mustafa Kemal? Eh bien tout simplement parce que les forces dont il dispose lui permettent à peine de lutter contre Faisal et contre un Faisal qui joue un jeu qui est compliqué à comprendre pour le général Gouraud parce que à la fois dans les discussions qu'il a avec Faisal, il y a des discussions qui sont un échange tout à fait aimable et correct et de grande qualité, parce que je vous le rappelle, le général Gouraud a été envoyé par Clémenceau pour installer un royaume arabe en Syrie. Et donc Gouraud continue à dire à Faisal qu'il installera le royaume arabe de Syrie. Et c'est d'ailleurs, dans l'administration des 4 villes, c'est d'ailleurs la France qui paye cette administration. Donc il y a des échanges qui sont des échanges qui ne sont pas des échanges guerriers, ce sont des échanges de partenaires. Mais dans le même temps, autour de lui, Faisal a ce que les Français appellent les extrémistes, qui sont des nationalistes, qui n'ont pas du tout confiance dans Gouraud, qui ne sont pas tout à fait au courant non plus des négociations qui ont eu lieu entre Faisal et Clémenceau, et qui montrent que Faisal n'a pas dit non plus tout ce qu'il savait des échanges qu'il a pu mener avec Clémenceau. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas dit en particulier aux extrémistes, à ceux qu'on appelle les extrémistes, c'est-à-dire aux nationalistes? Eh bien, Faisal n'a pas dit à ses amis nationalistes qu'en échange du royaume de Syrie, construit par la France, Faisal avait accepté qu'il y ait des conseillers français qui président aux destinées de la Syrie. Autrement dit, en fait, Faisal a accepté, sans dire, un mandat, c'est-à-dire la possibilité de construire un royaume arabe de Syrie sous sa tutelle, mais sous tutelle aussi des Français et avec un financement français. Alors, tout ça crée en fait des situations extrêmement compliquées et finalement, eh bien, vous avez ici les différentes étapes entre l'engagement de Clémenceau le 6 janvier 1920 et les décisions qui vont suivre. Eh bien, tout ça se fait en 6 mois. Alors, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va changer la donne? C'est en mars 1920 la décision en fait d'un congrès de Damas qui est essentiellement piloté par les extrémistes nationalistes arabes, de proclamer Faisal roi de Syrie sans avoir obtenu l'autorisation de la France et de l'Angleterre. Et à partir de ce moment-là, les Français et les Anglais, les deux ensemble, eh bien, décident de lâcher Faisal et de ne plus le soutenir. Et cette décision, en fait, va avoir une incidence très importante parce que, à partir de ce moment-là, les extrémistes de l'entourage de Faisal décident de continuer à attaquer les Français et l'attaque porte essentiellement sur la voie de chemin de fer. Et Gouraud va se retrouver dans l'obligation, en fait, de demander à Faisal de mettre de l'ordre dans cette situation. Et ça va donner lieu à la publication d'un ultimatum en disant à Faisal, soit vous arrivez à maintenir l'ordre sur la ligne de voie ferrée, soit je vous attaque. Et finalement, eh bien, le 29 mai
1920, sur ordre du pouvoir politique, sur ordre d'Alexandre Millerand, qui est le nouveau président du Conseil, eh bien, Gouraud reçoit l'ordre de marcher sur Damas, c'est-à-dire, en fait, de combattre Fayçal. Donc, contrairement à ce que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire à la légende fessalienne, ce n'est pas Gouraud qui a pris la décision seule de combattre Fayçal, c'est une décision d'ordre politique français, et qui consiste à faire en sorte que la France ne soit pas humiliée en Syrie par des combats incessants sur la voie ferrée. Alors, une fois que Gouraud a combattu Fayçal et a réussi le combat de Khan-Messaloun en juillet 1920, eh bien, il en profite aussitôt pour proclamer le Grand Liban, c'est-à-dire la création d'un Liban élargi en prenant la plaine de la Bekaa. Pourquoi il proclame ce Grand Liban ? Eh bien, parce que si vous avez bien compris, les Français ne sont pas encore assurés de leur présence en Syrie. Et donc, Gouraud, en arrimant la France au Liban, s'assure en fait une présence au moins minimale dans le temps présent, sans savoir en fait ce qui va advenir de la suite des opérations. Alors du coup, ça pose la question qui est aujourd'hui le reproche que l'on fait à Gouraud, de dire Gouraud c'était un catholique et il a fait le jeu des maronites. Est-ce que ce jeu c'était un engagement catholique ou stratégique ? Eh bien non, clairement, il a un raisonnement qui est un raisonnement tout militaire, qui est un raisonnement d'ordre stratégique. Si la France doit rester en Méditerranée orientale, il faut qu'elle s'accroche au Liban ou en tous les cas un territoire qui lui est favorable. Et la question de la Bekaa, eh bien, va devenir dans la suite un problème entre la Syrie et le Liban, parce que cette Bekaa est donnée au Liban, parce que Gouraud faisait confiance aux Libanais pour moissonner très rapidement la terre locale et pouvoir avoir une récolte de blé qui allait permettre de résoudre un problème qui avait été un problème très important pendant la guerre au Liban, qui était le problème de la famine. Donc la Bekaa est donnée aux Libanais plutôt qu'aux Syriens, parce que Gouraud estime que les Syriens, les Arabes de Fayçal, ne sont pas des paysans et ne sont pas capables de moissonner la terre. Alors, une fois que tout ça est fait, une fois que les combats sont faits, eh bien, on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la question de comment interpréter le mandat. Eh bien, le mandat, il faut comprendre exactement ce que c'est qu'un mandat. En fait, un mandat, c'est une façon, en fait, d'interpréter une tutelle coloniale. On a d'abord eu un système colonial, la création des colonies entre 1825 et 1830. Puis ensuite, en 1880, on a inventé le système du protectorat. Et en 1919, on invente le système du mandat. Tout ça, c'est une continuité coloniale, mais en réalité, à chaque fois, qu'est-ce qui change ? Eh bien, ce qui change, c'est que la tutelle, en fait, coloniale est de plus en plus faible. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi elle est faible ? Parce que, en fait, la mentalité du moment change. On en arrive à l'idée qu'il faut que les peuples s'administrent eux-mêmes, et cette idée que les peuples s'administrent eux-mêmes, alors vous ne le voyez pas beaucoup, mais ici, c'est la question de l'article 12 des 14 points Wilson, c'est-à-dire l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, cette organisation des mandats va se mettre en place en plusieurs phases, et c'est le 20 avril 1920, avec la conférence de San Remo, eh bien, qu'on décide d'organiser ces mandats en donnant la Syrie et le Liban à la France, et puis la Palestine et l'Irak à l'Angleterre. Alors, à partir de ce moment-là, j'accélère un petit peu, mais le général Gouraud va essayer de mettre en place, en fait, une fédération syrienne. Pourquoi veut-il mettre en place une fédération syrienne en lieu et place d'une Syrie unitaire ? Eh bien parce que en 1919, il y a eu une commission anglaise envoyée par les Anglais ou par Woodrow Wilson, la commission King-Crane, qui a bien montré qu'en fait, il y avait des volontés autonomistes locales très importantes, notamment autour du Liban, notamment autour de la Palestine, mais y compris chez les différentes catégories arabes de la zone. Et à partir de là, eh bien, pour que les Français puissent s'installer, ils vont construire une sorte de doctrine mandataire qui va être construite pour les Français par ce personnage ici, qui est très mal connu, mais qui mériterait de l'être davantage, qui est un lobbyiste du parti colonial, Robert de Quay, très proche du Quai d'Orsay, et qui va penser, en fait, l'organisation à donner à la Syrie, à travers une note qu'il va publier et qu'il va donner en 1921, et qui se retrouve intégralement dans le Fonds Gouraud, et qui explique, en fait, après des enquêtes qui ont été faites, ce qu'est pour lui la Syrie. Alors pourquoi, en fait, Robert de Quay veut diviser la Syrie en différents petits territoires ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont compris tous que
les Alépins ne voulaient pas vivre avec les Damascènes, que les Damascènes ne voulaient pas vivre avec les Libanais, que les Libanais ne voulaient pas vivre avec les Alaouites, et que les Druzes étaient encore une autre catégorie. Et donc, ils vont proposer en fait un système partitionné qu'ils appellent soit la Fédération syrienne, soit la Confédération syrienne, mais qui est pour eux en fait un système qui est viable et qui correspond bien à l'esprit du temps, hein, l'esprit de Wulsen, c'est-à-dire l'administration des peuples. Et ce système, ce qui est miraculeux, c'est que les Arabes adorent ce projet de fédération syrienne, parce qu'ils voient déjà des micro-États se construire et ils entrevoient déjà aussi un financement de la France pour construire des micro-États. Et l'affaire va s'enrayer parce que, en fait, eh bien, on est dans un processus de sortie de guerre en 1920-1922, et quand le général Gouraud dit à Paris, eh bien voilà, le projet de fédération syrienne est abouti, envoyez l'argent pour financer la fédération syrienne, eh bien, Paris répond, mais général, on va faire comme dans toutes les colonies, les administrations locales vont se financer localement. Donc, demandez aux notables locaux de se financer. Et à partir de ce moment-là, la machine s'enraye, parce que, naturellement, les notables locaux ne vont plus voir la tutelle française d'un aussi bon œil à partir du moment où la tutelle française ne se traduit pas par des pièces sonnantes et trébuchantes. Et dans ce cadre-là, eh bien, les Français vont se heurter de plus en plus, en fait, à un nationalisme arabe qui va se remarquer de façon très pressante. Alors, la question qui se pose historiquement, et on a beaucoup dit que les Français avaient pratiqué le diviser pour mieux régner, est-ce que c'est ça? Eh bien non, ça n'est pas le diviser pour mieux régner, c'est le territoire, en fait, n'était pas prêt pour une administration politique de type occidental, et il fallait bien trouver un système, en fait, pour faire fonctionner ensemble des populations qui ne voulaient pas. Alors, il y a eu plein de tentatives qui ont été proposées, et des tentatives qui sont assez intéressantes, même par rapport à aujourd'hui, la Syrie d'aujourd'hui. Quand on écoute les débats sur la Syrie d'aujourd'hui, on retrouve des éléments des années 20, notamment cette idée de capitale tournante entre les 4 villes, Damas, Alep, Homs et Hama, qui est proposée par Robert Dequet et qui est proposée par Gouraud. Alors également la place du Liban dans l'ensemble syrien, eh bien pour Gouraud, il était évident au départ que le Liban devait être dans la Confédération syrienne, notamment parce que le Liban étant le plus riche des territoires, de l'ensemble des territoires, c'était les Libanais qui allaient financer la fédération syrienne. Et là où ça n'a pas fonctionné, et qui montre aussi que Gouraud n'a pas fait ce qu'il voulait avec les Maronites, c'est que les Maronites lui ont dit « mais il est hors de question que les Maronites financent les Syriens ». Donc non, le Liban est indépendant par rapport à la Syrie. Donc l'indépendance du Liban ne date pas, contrairement à ce que l'on croit, du 1er septembre 1920, ça date de la période de la négociation de la fédération syrienne et le moment où Gouraud se rend compte qu'en fait, il s'est en quelque sorte fait avoir par les Libanais. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que cette affaire de Syrie et la façon dont elle se passe? C'est surtout de cette expression, la Cendrillon des entreprises d'outre-mer. Cette expression, c'est Robert Dequet qui la donne en 1921-1922, quand il comprend qu'en réalité, pour la France, la Syrie, c'est vraiment pas grand-chose, et qu'il sera très difficile en fait d'obtenir de l'argent, et qu'il va falloir trouver un système de mandat pour pouvoir maintenir la France en Orient, mais la maintenir à moindre coût. Et donc, il y a une réflexion sur ce qu'on appelle un mandat léger ou un mandat lourd. Mandat léger ou mandat lourd, ça renvoie dans l'administration coloniale à des questions d'administration directe ou d'administration indirecte et de présence ou non de fonctionnaires locaux. Ça renvoie aussi à une réflexion qui a circulé au sein des élites du mandat, de faire revenir un prince turc pour diriger la fédération syrienne. Et c'est quelque chose que même les Arabes aujourd'hui ignorent. Hein, les Arabes qui s'intéressent à cette question-là, enfin la dimension à la propagande fessalienne, ils ignorent qu'en réalité, il a été question à un moment de faire revenir Oumar Toussoun, qui est un arrière-petit-fils de Mehmet Ali, c'est le grand constructeur de l'Égypte moderne, comme pour diriger cette fédération. Et finalement, eh bien, la situation va devenir très compliquée. Donc là, Oumar Toussoun, c'est lui ici. Hein, c'est le portrait de ce personnage, qui est un personnage très en retrait de la vie politique, qui était surtout un passionné d'archéologie et qui va surtout s'intéresser à l'archéologie.
Alors, tout ça, finalement, eh bien, les États de Syrie, la Fédération syrienne vont avoir une existence très courte. En 1924, cette Fédération de Syrie a disparu. Pourquoi a-t-elle disparu aussi ? Eh bien, c'est parce qu'entre-temps, le général Gouraud a décidé de jeter l'éponge et de rendre son tablier parce qu'il a estimé que puisqu'on ne mettait pas l'argent qui était exigé pour construire un mandat, eh bien, il n'avait pas à rester sur le territoire. Et il a, en outre, été victime d'un attentat, l'attentat de Quneitra, le 23 juin 1921, et qu'il ait été victime d'un attentat en soi, pour lui, ça n'était pas choquant. Il sait très bien qu'il est une figure de proue et avec des hostilités autour de lui. Mais il a été surtout très choqué qu'au moment de la recherche des coupables, et ses services de renseignement savaient qui étaient les coupables, et la culpabilité remontait jusqu'à Abdallah, le frère de Faisal, eh bien, au moment de la recherche des coupables, ni la France, c'est-à-dire ni son administration, ni l'Angleterre, n'ont fait d'efforts pour rechercher les coupables. Alors ça, c'est quelque chose que le général Gouraud n'a pas supporté, et il a estimé qu'il pouvait repartir en Europe. Alors du coup, il laisse la place, en fait, à d'autres personnages, et on voit très bien, à travers le choix qui est fait de ces autres personnages, qu'on s'achemine vers une stabilisation apparente de la Syrie au milieu des années 20. Alors, à quoi on le voit ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre le choix des militaires et des diplomates. Eh bien, quand on a des militaires, c'est qu'il y a des choses, il y a des raisons d'envoyer des militaires. Quand on met des diplomates, c'est que la situation s'est détendue. Et donc, vous avez 4 personnages qui se succèdent jusqu'à la fin des années 20. Vous avez d'abord le général Weygand, dans l'ordre, ils sont dans l'ordre. Donc, le général Weygand, qui reste pas très longtemps, le général Sarrail qui est envoyé en novembre 1924, puis ensuite 2 diplomates, Henri de Jouvenel et Henri Ponceau, qui vont être, surtout Henri Ponceau, qui vont être le diplomate qui vont rester assez longtemps. Alors, durant cette période, durant la deuxième moitié des années 20, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une sorte de retour nationaliste avec la révolte druze. Alors, pourquoi on a cette révolte druze ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Et cette révolte druze, alors, c'est très intéressant de travailler sur des archives privées, parce que les archives privées disent des choses qui n'existent pas dans les archives publiques officielles. Gouraud avait annoncé en 1923, quand il est parti, qu'il y aurait une révolte du côté des druzes. Et il avait dit pourquoi il y aurait une révolte. Il avait dit « Atrache veut de l'argent. Si la France n'est pas capable de mettre de l'argent pour maintenir la présence française en Orient, s'il n'y a pas des fonds secrets, ce qu'on appelle les fonds secrets, ce qui s'appelait aussi les fonds politiques, eh bien, il y aura une révolte. » Alors, pourquoi Atrache se révolte ? Eh bien, parce que Sultan al-Atrache, qui est un jeune homme à ce moment-là, en fait, sait très bien qu'il y a des fonds politiques qui sont donnés à d'autres chefs bédouins, et en particulier les chefs bédouins de la Djéziré et du désert, et en particulier le cheikh Nawaf, qui reçoit des sommes colossales pour maintenir en fait la paix dans le désert. Et il y a des tribus au nord, du côté d'Alep, qui reçoivent aussi de l'argent donc au titre des fonds politiques, pour maintenir les populations et maintenir l'ordre. C'est en fait le service de police du mandat. Et Sultan al-Atrache, dans le sud, donc dit, eh ben moi aussi, moi je vais vous maintenir l'ordre dans le territoire, mais donnez-moi de l'argent. Si ce n'est que ce que le général Gouraud savait entendre, parce que lui, qui était colonial, avait l'habitude en fait de ces pratiques de maintien de l'ordre en territoire colonial, c'est-à-dire qu'on distribue une forte somme à un chef de guerre qui va maintenir l'ordre, eh bien, ça ne va pas être bien compris de la même manière par ses successeurs. Et ça ne va pas être bien compris par ses successeurs qui sont, en fait, Weygand, Sarrail, qui sont, pour utiliser un langage qui est un langage militaire, qui sont des métropolitains, et qui sont, en fait, qui méconnaissent en fait les pratiques de la guerre dans les colonies, et les pratiques du maintien de l'ordre dans les colonies, et qui ne savent pas qu'avec des chefs de guerre, on négocie, et on négocie la paix, y compris en les achetant, que ça participe en fait du système. Alors, autre élément qui va expliquer la révolte druze, c'est qu'il y a un administrateur qui s'appelle le capitaine Carbillet, qui est un ancien de l'armée d'Afrique, qui décide de moderniser
le Djebel Druze, et qui, pour moderniser ce Djebel Druze, eh bien, prélève des impôts de façon exagérée. Et naturellement, eh bien, tout ça va construire en fait la colère des Druzes, et la colère des Druzes va se focaliser sur le rapport avec Sarai. Le chef du Djebel Druze, Sultan al-Atrash, sollicite un rendez-vous avec Sarai, le nouveau commissaire, et Sarai refuse de le recevoir. Et donc cette fin de non-recevoir est considérée comme un scandale par les Druzes, et Sultan al-Atrash, qui est un homme au sang chaud, eh bien, décide de se révolter, et il fait mettre en place en fait un coup de main à Soueïda en 1925. Soueïda, c'est la capitale du Djebel, et cette révolte, qui est un succès en fait tactique pour les Arabes, eh bien, va entraîner l'embrasement de la Syrie. Alors, cet embrasement de la Syrie, les Français ne vont pas savoir répondre autrement que par un usage de la force, mais un usage immodéré de la force. Donc quand les militaires utilisent la force, il y a différents moyens de l'utiliser. On peut l'utiliser de façon modérée ou immodérée. Les coloniaux savent, quand il le faut, utiliser un usage modéré, à d'autres moments non, mais voilà. Et là, en fait, eh bien, on va tout simplement utiliser les outils de guerre que la Première Guerre mondiale a laissés, et on va utiliser en fait des outils de bombardement lourds, l'artillerie lourde, et on va utiliser l'artillerie lourde pour bombarder la région du Djebel, mais également les faubourgs sud de Damas, où se trouvent en fait beaucoup de Druzes. Et ce bombardement de Damas, en fait, va être commenté par des Français, et notamment par une Française. Et la presse, en fait, la presse occidentale et la presse française, en fait, va s'emparer de cette affaire pour considérer que c'est absolument scandaleux que la puissance mandataire, c'est-à-dire au sens de la puissance protectrice, décide de bombarder la ville, et la ville de Damas et les civils. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un retournement dans la situation en Syrie, retournement qui est voulu par le pouvoir politique parisien, qui décide en fait de promouvoir une forme d'humanisme colonial. Humanisme colonial, pourquoi ? Eh bien parce que ça correspond en fait au temps d'abord du pacte Briand-Kellogg, qui promeut la paix dans le monde, qui veut promouvoir la paix dans le monde, d'une part, et puis d'autre part, avec le ministre Sarraut, qui est le ministre des colonies, et qui partout, dans toutes les colonies donc d'Asie, d'Afrique, eh bien, prétend en fait développer un humanisme colonial, nouvelle formule, sans guerre, et qui ira au-devant des populations pour les soutenir. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, exit les militaires de Syrie, on retire Sarai, on enlève Gamelin, on leur demande de repartir, et on va commencer à nommer en fait des diplomates, donc Jouvenel, Ponceau et d'autres qui vont suivre ensuite, et Damien de Martel par la suite. Et la politique mandataire, en fait, va se développer sous le mode, en fait, d'une réflexion d'ordre politique, de construction, en fait, d'un parlement en Syrie, tandis que les vraies questions mandataires de savoir qui a le pouvoir et d'où vient l'argent, en fait, vont se délocaliser à Genève, notamment Robert Dequay qui va après avoir été refoulé comme haut-commissaire, on lui a dénié la possibilité de devenir le haut-commissaire successeur de général Gouraud, eh bien, il est envoyé comme expert à la commission des mandats à Genève, et c'est depuis la commission des mandats à Genève qu'il va continuer à s'intéresser au Levant. Alors, d'autres personnages vont travailler à cette question-là, et notamment Adel Arslan, qui est un nationaliste de la première heure, et qui va participer, en fait, à tous les débats sur la construction du nationalisme arabe, qui amènera à l'idée d'indépendance plus tard. Alors, dans le même temps, durant cette période, eh bien, on assiste à un développement des infrastructures de Syrie, avec le développement du port de Beyrouth, le développement de la société du chemin de fer de Damas, Hama et prolongement, le développement des villes, et puis surtout, en fait, on a une Syrie des années 20 qui devient une sorte d'Eldorado pour des archéologues et des touristes de luxe. Et puis, ce territoire, en fait, va développer en fait des liens d'amitié avec les autres territoires, et notamment entre la Syrie et le Liban, c'est-à-dire en fait régler les questions de frontières et de territoires qui n'avaient pas été réglées initialement, qui vont finir par aboutir, trouver une solution qui est une solution médiane toujours, mais au début de 1931.
Et on aura, en fait, durant toute cette période-là, eh bien, la question de l'indépendance véritable du territoire qui continuera à être portée par un certain nombre de personnages, dont notamment Ibrahim Anano, qui est fondateur du Parti national, HMB Atassi. Alors, je ne pouvais pas vous citer tous les nationalistes arabes, mais qui ont travaillé à la question des indépendances, mais ils ont été très nombreux dans cette période-là, et toute la période de l'entre-deux-guerres, en fait, est une période de maturation, en fait, de la réflexion sur l'indépendance. Alors, en conclusion, eh bien, on assiste, en fait, en Syrie, dans les années 20, à une sortie de guerre qui est en réalité très longue et qui est liée, pour l'essentiel, au règlement de la question turque. Et donc, c'est véritablement en 1923. Pour les historiens, c'est 1923, la date de la fin de la guerre dans la région. Donc, vous le voyez, bien après 1918. Deuxième élément de la conclusion, c'est qu'après un premier nationalisme arabe qui est le nationalisme porté par les Hachémites, et qui est un nationalisme pan-national, c'est-à-dire qu'il vise à la construction, en fait, d'un État hachémite qui dépasse les frontières des territoires que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, ce premier nationalisme arabe va être porté, en fait, dans la presse nationaliste arabe, notamment en Irak, notamment en Jordanie, puis en Transjordanie et en Arabie saoudite, par cette presse hachémite qui va dresser un portrait du général Gouraud extrêmement négatif et très, très désagréable à son endroit, avec notamment cette phrase, alors qu'on le retrouve sur Internet aujourd'hui, où on fait dire à Gouraud, dans son entrée à Damas, Gouraud qui se déplace sur la tombe de Saladin en disant « Saladin, me revoici », et c'est la France, enfin, c'est l'image des croisés qui reviennent en Orient. Donc la phrase est, sachez-le, tout à fait apocryphe. Jamais Gouraud n'a prononcé cette phrase, et jamais Gouraud n'aurait pu prononcer cette phrase tant il était respectueux, en fait, des usages locaux, de l'islam et des différentes religions locales. C'est véritablement un procès, et un mauvais procès, que de l'accuser de cela. On peut l'accuser d'autres choses, mais pas de cela. Alors, le mandat aussi, qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, pour les historiens, il y a un historien arabe qui a fait cette proposition intéressante récemment, de considérer qu'en fait, historiquement, les mandats sont déjà le signe de la décolonisation. C'est-à-dire que dans la manière dont ils sont formulés, dans la manière dont les Français et les Anglais ne vont pas réussir à les faire vivre, parce que le mandat palestinien, le mandat en Palestine est un échec immédiatement. Les Anglais s'aperçoivent très vite que c'est une catastrophe. De la même manière, le mandat en Irak est très vite une catastrophe pour les Anglais. Eh bien, le mandat, en fait, est en lui-même le signe de la colonisation. Et pour les historiens, eh bien, c'est déjà l'amorce des décolonisations et des décolonisations de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et ce mandat, en fait, cet échec de la colonisation, cet échec mandataire, va être patent après la révolte russe de 1925. Ce que l'on voit aussi sur un plan militaire, c'est à travers ces évolutions politico-militaires, c'est très rapidement le désintérêt de la coloniale, c'est-à-dire des officiers des troupes coloniales, incarnés notamment par le général Gouraud, pour la Syrie, qui devient très vite en fait une deuxième Algérie. Il y a une sorte, ça a été dit par d'autres historiens, une sorte d'algérianisation de la Syrie, où finalement, en fait, les métropolitains réclament à aller en Syrie pour avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une OPEX, une opération extérieure, qui leur permet d'avoir des soldes plus confortables, qui leur permet d'aller dans un territoire qui est très agréable, parce qu'en fait, on fait le tour des vestiges archéologiques de la Syrie. Et puis, après la révolte russe, il n'y a pas grand danger en Syrie. On peut circuler partout en Syrie sans danger. Et donc, en fait, ce territoire, eh bien, va être en quelque sorte perdu pour la coloniale. Et puis, eh bien, dernier élément, et qui ouvre sur la question de la Syrie d'aujourd'hui, quand la guerre a démarré en Syrie il y a quelques années, après les révolutions arabes, j'ai été particulièrement frappée, moi, de retrouver, en fait, dans les débats contemporains sur la Syrie, au moins au début, eh bien, des éléments qui étaient les éléments des années 20. Et notamment, l'élément qui, moi, me semblait-il, était le plus frappant, et qu'on retrouve aujourd'hui, c'était cette volonté, enfin, cette incapacité des Alépins de s'entendre avec les Damascènes, et cette opposition, en fait, entre une Syrie du Nord et une Syrie du Sud, qui est caractéristique aujourd'hui, en fait, des débats dans la Syrie en guerre d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.